Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Running Vibes. Mais avant de démarrer l'épisode, je tenais à vous rappeler que On Your Marks a l'immense chance d'être en partenariat avec Distance. Vous connaissez forcément Distance, c'est un véritable acteur du monde du running, avec des magasins en France, à Lyon, à Paris, mais aussi à Copenhague, à Iten au Kenya et, plus récemment, au Japon. Distance, c'est avant tout une équipe de passionnés, avec une sélection pointue de matériel running et surtout des conseils ultra qualitatifs pour vous aider à trouver exactement ce qu'il vous faut. Pour fêter ce partenariat, Distance vous offre 10% de réduction sur le site ou en boutique avec le code ONYOURMARKS10 disponible dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux pour vous équiper comme il se doit. Bon épisode! Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être en ma compagnie aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On Your Marks qui est le premier que je fais en stage avec des athlètes. C'est vraiment pour ça que j'avais fait ce format de Running Vibes, c'était pour rencontrer des athlètes, partager un peu leur quotidien, leur poser des questions sur des débats, de l'actualité, mieux comprendre un peu comment les athlètes s'entraînaient. Et aujourd'hui je suis avec vous en stage, le CA Montreuil et plus particulièrement le PAC à Rome. On fait un stage de 10 jours et donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors avant qu'on commence, les sujets qu'on va aborder tous ensemble, il y aura un premier tour de table où vous allez tous vous présenter. Ensuite on fera un focus sur une athlète montante de votre groupe, beaucoup d'espoir pour cette athlète. Et dans cet épisode on va parler de 3 sujets, potentiellement 4 si on a le temps, mais il sera surpris, comme ça si on n'a pas le temps, pas de déçu. Le premier sujet ça va être courir lentement pour courir vite. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alessia Zarbo avait pointé du doigt cet adage qu'elle ne partageait pas du tout dans un autre interview. Je vais vous poser la question de ce que vous en pensez. Ensuite, on va statuer ensemble aujourd'hui si porter la tenue de l'équipe de France quand on n'est pas en équipe de France, c'est ok ou si c'est pas ok. Et pour finir, la piste, c'est un truc assez élitiste. Vous êtes un groupe de pistes. Vous allez nous donner votre point de vue sur est-ce qu'il faudrait ouvrir un petit peu la piste aux gens qui ne sont pas forcément élites. Est-ce que des gens qui ne sont pas forcément licenciés, par exemple, devraient faire de la piste ? Comment est-ce qu'on fait pour démocratiser un petit peu la piste ? Et on finira par le super quiz de Running Vibes, où cette fois-ci, il y aura à gagner une machine à café Bialetti, achetée en Italie, sur les terres de l'Expresso, et une glace 3 boules. Une glace 3 boules, ouais. Au restaurant ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, carrément. Ouais. Alors Camille, je te laisse te présenter pour commencer. Oh là là. Du coup, Camille Biro, l'entraîneur adjoint du PAC, demi-fondeur anciennement à Mes Heures Perdues et étudiant en Master STAPS en même temps. Donc toi tu es l'entraîneur adjoint pour l'instant de François Chiron qui est exactement le coach en chef que tu as déjà reçu, club. Qui est le coach responsable du groupe. Ouais. Ok. Et qui n'a pas été assez courageux pour venir cet après-midi sur l'épisode. Je crois qu'il était occupé un peu. Merci Camille. Je prends le flambeau. Lucie Le Rebourg, donc moi j'ai rejoint le PAC en janvier, une équipe que j'ai pu connaître en stage l'année dernière où j'ai bien sympathisé. Demi-fondeuse, ex-stipleuse, maintenant plutôt sur le 1500. Et je passe le j'ai relais. Déjà reçu aussi sur On Your Marks pour la deuxième fois. Merci Lucie. Ah ouais, t'es quelqu'un. Maïva Vereden, coureuse du PAC aussi, coureuse de 8. Et je pense que c'est aussi important de préciser que le PAC, on est sponsor par Ta Énergie pour faire un petit point. Bien vu. Voilà. Bien vu. Elena Lambert, moi je fais pas partie du groupe, mais c'est déjà le deuxième stage que je fais avec la team, donc hyper plaisant. Donc voilà, je suis venue cette année. Et t'es licenciée où ? À l'UA-Maurienne. Il faut quand même le dire ça. Oui, ouais. Sacha Ligori, je suis ingénieur et je suis miler au sein du PAC. Une tête qu'on a déjà vue sur On Your Marks aussi. Et on m'a déjà vu avec toutes les chippies parisiennes. Et moi du coup Tessa Lax, pareil, coureuse du PAC et plutôt sur 1500, un peu du 8 par moment mais surtout du 15. Okay. Max Nzaou, j'ai rejoint le PAC en octobre et puis je suis l'un des premiers partenaires d'entraînement de Mathis. Donc je le connais de longue date et je connais toutes les anecdotes de quand il était petit. Ouais, c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on court ensemble. Et oui. Ouais. Et pour que la première invitation, bordel. C'est vrai. C'est vrai.
Vincent Moreau, moi ça fait 10 ans que je suis au CA Montreuil maintenant. Dans la vie, je suis consultant et je tiens directement à mettre en avant ma plus grande perf, champion de France Interclub 2016. C'est ce qui me tient depuis des années, devant les crosses. Et je passe la main à Ryan. Je crois qu'il va y avoir un changement de programme sur le focus athlète. Je pense qu'on va beaucoup se concentrer sur toi, Vince, en fait, aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Ryan Bekaled. Je suis professeur de PS dans la vie et athlète depuis 2-3 ans au PAC. Au CA Montreuil depuis 6 ans, je pense. J'ai commencé l'athlète direct avec le CA Montreuil. Et coureur de 800, 15, 3000. Et si j'arrive à faire une saison cette année. Grand assaut biker, non Grand assaut biker professionnel. Vomisseur professionnel en séance. Et légende du vomi et de l'assaut bike, en effet. Milo Serrao, donc je suis lycéen, membre du PAC et du CA Montreuil. Et je fais surtout sur le 3000 et le 5000. C'est humble, de ouf. Moi du coup c'est Alanis Robino-Fauvet, je suis enseignante en activité physique adaptée et je cours du 1500 mètres au 5000 mètres, membre du PAC depuis 2 ans presque. Je pense qu'on peut saluer aussi donc Nicolas-Marie Larue qui était avec nous sur le début du stage mais qui a dû s'envoler pour l'Afrique du Sud pour la suite de son stage. François Chiron, le coach qui vient de repartir et de prendre son avion pour l'Afrique du Sud aussi. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et on a aussi Paul Maréchal qui il est où Paul? Il est en pleine Il est à la douche. Voilà. Peut-être qu'il viendra plus tard dans l'épisode, on ne sait pas encore. Merci beaucoup pour vous être présenté. Je voulais commencer un petit peu cet épisode par vous poser des questions sur pourquoi ce stage, à quoi vous sert ce stage en tant que groupe, pourquoi vous êtes venu à Rome, pourquoi 10 jours, c'est quoi l'intérêt, l'objectif de ces 10 jours passés ensemble. Est-ce que c'est pour faire déjà des grandes spé, beaucoup de volume, s'entraîner très dur, simplement faire un peu de cohésion? Voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui à Ostia Antica à côté de Rome? Qui veut commencer? Peut-être le coach, non? Déjà pour comprendre je pense l'intérêt de ce stage, il faut rappeler qu'on est un groupe qui a des objectifs de performance mais qui est un groupe amateur, bien sûr à part Nico Marie Darue mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais là on a que des athlètes qui travaillent à côté et du coup l'intérêt d'un stage c'est de pouvoir avoir comme tu as dit une dizaine de jours où l'entraînement il est vraiment au milieu de ce qu'on fait au quotidien, de pouvoir se concentrer et ça c'est vraiment le contexte de stage, pas le fait spécifiquement d'être à Rome, mais c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est pour ça qu'il y a autant de groupes d'athlètes qui partent en stage à ce moment-là. On profite des périodes où tout le monde peut poser quelques jours au boulot ou des vacances scolaires pour ceux qui sont encore au lycée et donc tous se retrouver, pouvoir vraiment s'entraîner de manière plus qualitative et donner plus de temps à la récup sans avoir toute la charge du boulot et toute la charge mentale à côté aussi. Ok. Ouais, et je dirais que le but c'est pas forcément de monter la charge d'entraînement, pas d'augmenter le volume. Nos volumes d'entraînement ils sont à peu près similaires à ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est surtout de se recentrer sur l'athlétisme et aussi un grand moment de cohésion parce que c'est pas souvent qu'on est tous ensemble pendant autant de temps et c'est un bon moyen de lancer la saison estivale. Ouais, il y a un truc, j'étais venu faire un entraînement avec vous il y a longtemps. Il y avait un truc que j'avais remarqué dans votre groupe, c'est que c'est très... vous courez très souvent ensemble par rapport à certains clubs ou groupes qui sont un peu plus gros, où il y a des allées, des venues, etc. Vous avez quand même l'habitude de passer énormément de temps ensemble à l'entraînement, non? Si je dis pas de bêtises. Je dirais que c'est quand même un gros point fort du groupe. T'étais là pendant une discussion où l'avantage du groupe c'est qu'on a une douzaine d'athlètes, une quinzaine d'athlètes qui sont très 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 assidus et qu'on est tous là tous les jours à tous les entraînements, excepté certaines localisations d'entraînement qui embêtent ou qui font des distances trop longues pour certains, mais sinon on s'entraîne tous ensemble. C'est un gros avantage, ça fait une grosse cohésion et t'as l'impression d'un peu de retrouver une deuxième famille et des vrais potes à l'entraînement. Et parfois tu viens aussi pour ça, pas forcément que pour l'entraînement quoi. Et d'où le stage aussi. Et là au bout de 9 jours vous avez pas envie de vous taper dessus, ça va? Le groupe vit bien pour l'instant. Le groupe vit bien. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le groupe vit bien. Et pourquoi Rome en particulier? Parce qu'on voit beaucoup d'athlètes français, de groupes d'entraînement français qui partent à Font-Romeu, qui partent dans le sud. Les pastas. Non, c'est faux, on n'en peut plus. Les glucides au à la fin du quiz aussi.
Les légumes. Non, mais en vrai, pourquoi le choix de Rome plutôt que d'aller à Font-Romeu ou en altitude comme certains autres groupes d'entraînement peuvent le faire? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'était par pure envie d'aller là spécifiquement? C'est quoi un petit peu les raisons qui expliquent ça? Allez, je prends. Je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect aussi côté écologique dans le groupe. Il y a ce côté de ne pas vouloir prendre l'avion. Donc là, on avait une destination qui le permettait. Donc ça a été un des choix. Et ce qui est aussi intéressant avec Rome, et là c'est un choix aussi de la part des coachs, c'est d'avoir un endroit où on a l'hôtel, on a un centre d'entraînement qui est assez proche et surtout une salle de muscu. Donc c'est d'avoir un endroit qui permet d'avoir ces différents aspects-là. Rome a coché les cases. En termes de nutrition, on est sur pasta all time. C'est toujours mieux que d'autres choses, mais voilà, c'est 2 points qui ont été importants en tout cas sur cette année et qui nous ont amenés ici. Okay. Et puis François était déjà venu aussi ici, donc c'était plus simple. On avait déjà un peu connaissance des infrastructures, donc. Okay. Et je veux pas te dire de bêtises, je parle sous couverture de Camille, mais je crois qu'on n'a pas tous l'occasion de prendre 3 semaines pour aller en altitude. Et que l'altitude, ça peut aussi... c'est un peu quitte ou double. S'il y a 2-3 erreurs qui sont faites, on peut redescendre d'altitude assez fatigué. Et là, je crois que le facteur de performance, c'est plus la positivité, le groupe, le soleil, un milieu d'entraînement assez confortable, plutôt que d'aller chercher de la perf pure et dure en altitude et prendre des risques à la redescente, quoi. Ok. Et là pour l'instant le stage se passe bien. Est-ce que c'est très dur? Est-ce que ça va? Vous êtes encore vivant et vivante? Est-ce que en fait c'est comme d'habitude, mais c'est juste qu'il fait beau et que vous avez le temps de vous reposer? Vous avez l'impression d'avoir vraiment bien bossé là pendant ce stage là? Oui. C'est pas plus dur que d'habitude. Moi j'ai vraiment hâte que ça commence. C'est la fin. Il reste plus qu'une journée. Non mais ouais, vous diriez qu'un stage c'est fait pour être un peu plus dur que d'habitude, ou en fait c'est vraiment de la qualité, l'accent est mis sur la qualité par rapport à ce que vous faites un peu au quotidien à Montreuil? Franchement, moi avec François en tout cas, j'ai connu la qualité en stage. Parce que mes anciens stages que je faisais dans mes anciens clubs, on doublait tous les jours alors que je faisais jamais ça d'habitude. Et du coup, il y avait en plus de la qualité dans les séances et les intensités qui venaient s'ajouter alors qu'on n'avait pas forcément fait ça avant le stage. Du coup, je rentrais tout le temps pété. C'était un enfer. Et avec François, j'ai découvert du coup les stages où on va pas forcément mettre plus de volume. On double peut-être un jour sur 2 et encore, ça dépend. Mais sinon, c'est juste des séances qualitatives et franchement, ça fait la différence. Puisque du coup, tu es 100% disponible dans les séances et en même temps, l'après-stage se passe beaucoup mieux. J'ai pas le curseur qui est au plafond en sortant du stage et je suis sèche. Et ça, pour le coup, ça change tout. Enfin, en tout cas, pour moi. Mais je pense que c'est plutôt un avis général. C'est beaucoup de sport porté aussi si on double. Enfin, pour moi ou pour certains aussi. Plus de sport porté que de courir. Et je crois que les 3 semaines avant le stage, elles étaient aussi très chargées. Et je pense que c'était aussi l'idée, la semaine de stage, que ce soit plus orienté très très qualitatif, quoi. Okay. Donc, Et là, à titre de groupe, à titre du collectif, c'est quoi un peu vos objectifs de la saison qui arrive? Là, on enregistre cet épisode une semaine, 10 jours avant les interclubs. Il va y avoir le début de la saison de piste. Vous avez des ambitions en termes de club aux interclubs, à titre personnel? Il y en a qui voudraient, participer aux élites, avoir des titres de champion de France, des choses comme ça. Il y a un peu des objectifs là parmi vous? Je crois que pour le club, la grande reconquête de remonter sur le podium après une 4e place l'année dernière, moi j'en ferai pas partie vu que ça fait 1 an et demi que je cours après des blessures. Mais sinon je pense que certains d'entre nous c'est des finales et des belles places, si ce n'est des médailles aux Open. Certains accéder à des finales élites, si je me trompe pas. Et après des chronos, des beaux chronos. Moi en tout cas ce qui m'anime le plus là cette année c'est plus la place. Et oui c'est vrai qu'il y a des grands coureurs qui visent plus haut que ça ici. Milo peut-être quelques mots sur... Éventuellement l'objectif pour moi ce serait une qualification au championnat du monde junior qui seront aux États-Unis cette année. Donc soit sur 3000, soit sur 5000. Et on verra bien est-ce que ça va le faire ou pas. En plus c'est à Eugene, non? Ouais exactement. C'est méga stylé ça. Ça c'est stylé. C'est trop bien. Ok.
Eh ben, merci beaucoup, je vous propose qu'on passe au focus athlète. Donc aujourd'hui notre athlète guest c'est Tessa Lac, la grande star du groupe. J'ai l'habitude des micros. Tu veux une limousine? Non, c'était assez compliqué de choisir, mais le fait est que Tessa, toi t'es une athlète de distance qui sponsorise On Your Marks et ses épisodes, donc je trouve ça logique, on va dire, cohérent. De te proposer cohérent de te proposer d'être l'invité un petit peu guest de cet épisode. Elena, on sait tous que c'est toi. Non, mais du coup, Tessa, toi, donc t'es une 98, t'es spécialisée plutôt sur le 800-1500. Ouais, plus 1500. T'as des sacrés chronos, là je suis un petit peu sur ta fiche FFA, je vois que t'as fait 2,06 sur 800, 4,15 sur 1500 l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Gros chrono. Le prime. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu depuis combien de temps tu cours au PAC, à Montreuil, avec François et Camille? Bah alors moi ça fait longtemps que je cours, depuis que j'ai 7 ans, donc ça date. Après j'ai fait un peu de tout, mais sinon je suis avec François depuis 3 ans. Et du coup j'ai commencé avec lui sur 800, avec la petite Maïva. et finalement l'année dernière j'ai évolué sur 15 parce que je sentais que 8 je commençais un peu à m'en lasser. Et en fait François il m'a un peu récupéré on va dire en vrac honnêtement, parce que ça faisait 3 saisons que j'enchaînais les blessures, donc c'était un peu compliqué. J'ai été aussi blessée avec lui, mais là on a réussi à trouver un bon équilibre entre le sport porté, l'intensité, la qualité. Et ça match vraiment bien. Première année sans être blessée. Incroyable. Donc hâte de voir ce que ça va donner cet été. Mais c'est une collaboration qui se passe bien. Okay. Avec un bon groupe, donc ça c'est cool. Et toi, les objectifs pour cette saison, ça va être quoi? Cette saison, ça va être gros record sur 15. J'aimerais bien aller chercher les 4-10. C'est annoncé, ça y est. Mais aller chercher les 4-10. Après, la meilleure place possible aux élites. Donc finale et meilleure place possible. Il y aura peut-être des petits 800 intercalés pour s'amuser, chercher un peu de vitesse. Mais grosso modo, ça va être surtout sur 15. Ok. Quand on a fait un petit footing d'échauffement tous les deux il y a quelques jours, tu m'as dit que tu ne courais qu'une fois tous les 2 jours. J'étais complètement choqué de cette info. Moi je pensais que... je sais qu'avec votre groupe il y a beaucoup de qualité. Moi j'en ai qu'on fait un peu plus de volume. Mais je pensais pas qu'on pouvait être si forte sur 15 en courant une fois tous les 2 jours et en faisant beaucoup de sport porté, beaucoup de muscu, beaucoup de choses comme ça. Je t'avoue que je pensais pas non plus avant de connaître François. Moi j'étais vraiment, je pensais que plus tu bornais, plus tu perfais. Et en fait non, tu vois l'hiver dernier, j'étais blessée, du coup j'ai rien fait de l'hiver. Et l'été, c'est l'équilibre qu'on a trouvé avec François avant que je sorte mon 4-15. Beaucoup de sport porté, tout le F en sport porté, puis sinon juste la qualité en course. Et ça a fonctionné. Et du coup cette année on a dit franchement, on va pas tout rechanger, la formule elle fonctionne, ça a réussi. Au final, j'ai fait un hiver consistant sans me blesser, donc ça fonctionne comme ça. Et puis surtout, on est plusieurs dans le groupe à perfer avec ce format-là. Donc ça prouve vraiment qu'il n'y a pas forcément besoin de borner ou quoi. Et les séances là, elles s'enchaînent bien malgré le peu de bornes. On verra ce que ça donne cet été, si les 4-10 aboutiront ou pas, mais honnêtement, j'y crois. Franchement, le corps est solide, les séances s'enchaînent bien. Ouais. Et tu ronges jamais ton frein en disant tiens, je cours. Je vois par exemple peut-être des concurrentes qui courent un peu plus. Ça fait jamais douter, compliqué à gérer ça. Ah si, ça fait douter des fois. Ça fait douter de fou et surtout des fois c'est frustrant parce que je suis en mode François, je me sens bien, je peux borner. Il me dit non, vélo. C'est là, ok. Dur, punition un peu. Mais je lui fais pleinement confiance à ce niveau-là parce que je sais qu'il me bride entre guillemets pour le bon et pour surtout le long terme. Et ça, j'ai totale confiance en lui. Même si des fois c'est facile de se comparer sur les réseaux, puisque quand tu vois les gens qui font des semaines à 100K et toi t'es là, t'as à peine 40 km dans la semaine, tu te dis comment c'est possible. Mais en fait l'été dernier il m'a prouvé que c'était possible, donc franchement je le suis les yeux fermés à ce niveau-là. Total commitment de ta part. Pour ça franchement honnêtement j'ai trop galéré niveau blessure pour vouloir en remettre alors que ça marche. Ok. Là, t'es passé, donc t'étais plutôt coureuse de 8 au début. Là, tu passes sur le 15. Est-ce qu'il y aura encore des marches qui vont se franchir au fur et à mesure de ta carrière ou pas du tout? Ça, je sais pas. Marathon de Paris, on ne verra jamais sur marathon. Franchement, je pense pas. Peut-être à 40-50 ans, hein, mais pas avant. Non, honnêtement, déjà là, tu vois, premier tour des interclubs avec Lucie, on fait le 3000. Ça va déjà être beaucoup de tours. Ça, je peux tolérer, mais plus ça devient compliqué. Non, en vrai, ce que je kiffe, c'est avoir les pointes, les sensations de vitesse, le lactique dans les jambes. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. Le long, j'y viendrai, hein, parce que ce sera moins, je pense, contraignant au niveau emploi du temps quand je pourrai moins m'entraîner comme actuellement. Mais ce sera pas tout de suite. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères le plus dans la course à pied et qu'est-ce que tu détestes le plus?
Qu'est-ce que je déteste le plus? Les footings. Ah oui, les footings en EF. On en a parlé dans la voiture. Ouais, non, ça, les footings en EF. Mais heureusement, j'en ai jamais. Du coup, je fais tout sport porté. Mais je trouve ça chiant à mourir, quoi. Franchement, ce que je kiffe, c'est les séances où, déjà, la sensation de vitesse, où t'es placé, t'es dans ce flow, tu sais, tout est facile. C'est trop bien. Et les endorphines que t'as après. Et du coup, ça, pour le coup, ces endorphines-là, je les retrouve dans aucun autre sport. Genre, même les séances à vélo où tu te la butes, pas d'endorphines comme ça. Hein. Non, franchement, moi, ce que j'aime dans l'athlète, ouais, c'est ça. La vitesse, la puissance. Okay. J'adore. Est-ce qu'il y a des questions du groupe envers Tessa si jamais vous avez des choses que vous ne savez pas sur Tessa, c'est le bon moment de Enchanté. Ah bon Non, moi j'ai une question qui va vous décevoir, hein, mais c'est plutôt avoir ton ressenti sur l'hiver. Finalement, toi, ce que tu dis, ton goal, c'est l'été. Nous, l'hiver, on est là sur les crosses où on se met d'autres objectifs. Généralement, du 5K, du 10K. Toi, c'est pas le cas. Je crois que t'as pas mis de dossard sauf pour les crosses. Et du coup, comment tu vis ça? Comment t'arrives à être en hibernation, s'entraîner en salle et sortir et être motivé comme ça l'été? Putain, mais excellente question. On va échanger de place, je pense. Très bonne question, Vincent. Non, en vrai, dans le passé, c'était très frustrant parce qu'en fait, j'ai été beaucoup blessée les hivers. Je pense que les 3-4 dernières années, j'ai jamais fait d'hiver parce que j'étais blessée. Et là, pour le coup, c'était frustrant parce que c'était pas ma décision de ne pas mettre de dossard. Du coup, tu vois tes copains qui s'entraînent, qui courent, qui font des perfs, qui font des records. Là, c'est très dur. Et là, cette année, ce qui a changé, c'est que c'était ma décision parce que je préférais prendre le temps niveau entraînement avec François. Et du coup, c'est beaucoup plus simple parce que tu as vraiment les clés en main pour être performant l'été. Et du coup, là, je l'ai beaucoup plus accepté. Il n'y a pas de frustration parce que je sais que à terme, mon objectif, il sera validé et qu'il n'y aura juste pas de bâton dans les roues au cours du process, quoi. Ah, parce que du coup, tu n'as pas fait de compétition de l'hiver quasiment. J'ai juste fait les crosses. On a fait les relais de cross, c'était ça le principal objectif l'hiver, mais plus pour s'amuser. Ouais. C'était fun. Et sinon, j'ai fait une petite bifurcation où les filles en fait sur cross en indiv, elles avaient moyen de faire un podium par équipe. Et du coup, au dernier moment, après la frustration des relais, je me suis alignée au départ pour le cross court. Et je regrette pas parce qu'on a fini première. Non, deuxième. Oh. C'est les garçons qui ont fini premier. Mais du coup, on a fini deuxième. Et ça, c'était pas prévu, mais ça, franchement, ça a fait du bien pendant l'hiver. Ouais. Bah surtout sur cross, inattendu quand même. Ouais, donc non, c'était sympa. T'en fais jamais des crosses? Bah non, il y a zéro fun, je ne comprends pas les crosses. Hein. Parlons-en, mais c'est un effort que je comprends pas. Un excellent sujet. J'aimerais qu'on aborde le premier sujet auquel je voulais vous confronter. Il y a quelques temps, il y a Alessia Zarbo qui a donné un interview, un podcast, je crois que c'était dans la tête d'un coureur, j'ai plus exactement la référence, où ça avait pas mal circulé sur les réseaux parce que il y avait le présentateur qui lui disait tu sais Alessia, souvent on entend que pour courir vite il faut courir lentement. C'est un truc que je vois beaucoup sur les réseaux, beaucoup d'influenceurs qui disent non mais Z2 only, tranquille, ça libère la vitesse, etc. Et c'est quelque chose qui est vachement controversé, j'ai l'impression. Et du coup je voulais avoir un peu votre retour sur cet adage qu'on entend souvent beaucoup en course à pied qui est pour courir vite il faut courir lentement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous trouvez que ça fait sens? Je sais que vous êtes un groupe qui va peut-être détruire cet adage. Non mais plus sérieusement, est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est quoi votre point de vue sur ce dicton qu'on entend beaucoup en course à pied? Et peut-être aussi Camille, tu auras des choses à dire là-dessus vu que t'es un peu plus calé en entraînement après là-dessus. Qui veut commencer? Ouais. Je vais peut-être commencer par le ressenti des... Déjà on n'est pas beaucoup, je pense, à faire des bornes en footing pur ici dans le groupe. Mis à part les échauffements, on fait les échauffements tranquilles, mais ça dérive vite vers un footing progressif quand même. Ouais. Mais c'est vrai que on n'a pas trop de footing où les consignes sont de rester très lent. C'est tous les footings, on reste en allure où on peut discuter. Mais c'est vrai qu'il y a zéro footing où on va être à 5-5-30 chez les mecs en tout cas. Ouais. Donc c'est vrai que là-dessus je suis pas totalement aligné. Même la sortie du dimanche, elle va des fois la consigne ça va être d'être en actif, ou on a beaucoup cette notion d'actif, mais très peu de footing en zone 1 très facile quoi. Zéro. Toi tu sais pas ce que c'est la zone 1 en fait. Ça va être le seul où il y aura cette possibilité là, ça va être le footing à jeun le matin où t'as pas trop le choix. T'aimes juste la violence de mais c'est vrai que tu te dis que plus tu vas vite plus ça passe vite. Ok. Ouais.
Vous n'avez pas du tout l'habitude de vous entraîner tranquillement du coup il n'y a jamais de 1h à 5-15 tranquille comme on peut l'entendre chez certains athlètes un peu de haut niveau ou en tout cas de votre niveau habituellement. Dans notre groupe, je pense que c'est 80% de rapide et 20% de boucherie. Donc, non, il n'y en a pas beaucoup. Non, et le 5 au kill aussi, ça peut laisser plus de traces pour des gens plus musculeux aussi. Donc, il n'y a pas forcément trop d'intérêt à nous abîmer plus que ça. Mais après, Camille ou Lucie, tu peux en dire plus. Je pense que c'est aussi une question d'habitude. On n'est pas... Enfin, on bande pas des masses. Et je pense que sur notre nombre d'entraînements, si on est à 6 ou 7 séances, dès lors qu'on va caler du lent, ça va venir directement impacter notre entraînement. Donc moi je suis plutôt l'école plus vite commencé, plus vite fini. Après il faut quand même bien doser parce que comme on dit on a du qualitatif, il faut pouvoir assumer les séances et c'est la priorité. Les footings ils viennent s'intercaler pour un petit peu éponger et puis faire ce fameux EF. Mais encore une fois si on arrive à discuter et faire passer les bandes, je pense que c'est la consigne principale qui est respectée. Donc généralement François ou Camille ne reviennent pas trop là-dessus. Ouais. Et puis je pense qu'on est aussi assez grand pour se dire que si on court trop vite et qu'on n'arrive pas à enchaîner les séances, on va réguler de nous-mêmes de façon à pouvoir assumer la fin de la semaine. Moi je suis pas du groupe donc je fais pas mes footings avec vous et en général je les fais quand même plus lentement. Là pendant le stage c'était plutôt rapide pour moi, les footings à 4,30 j'en fais jamais en fait et je pense qu'il faut un peu des deux, enfin, ça dépend où t'en es dans ta saison, ça dépend ce que tu prépares mais c'est vrai que si tu fais du volume et que t'as fait une grosse paix semi la veille et que tu sors d'une grosse journée de boulot, des fois, t'as pas forcément envie de courir vite, même si ça passe plus vite. T'as juste envie de chiller au bord du lac ou courir sur un sentier tranquille sans regarder la montre. Et ça passe tout aussi bien. Et pour moi, je trouve que ça laisse moins de traces que des fois se forcer à courir trop vite. Et même si on est en groupe, des fois, du coup, tu te forces à être à l'allure parce que t'as pas envie de courir tout seul. Mais tu sens qu'en fait, t'as peut-être couru un petit peu trop vite pour toi et que t'étais pas dans tes allures, quoi. Je pense aussi pour comprendre un petit peu pourquoi il n'y a pas grand monde qui fait du footing lent, il faut un peu aussi rappeler le modèle d'entraînement qui est que François il réfléchit quand même vachement à la qualité, tu l'as dit, et en fait actuellement dans la semaine quand on regarde il y a 3 séances qualitatives, une muscu, une technique, enfin si je réfléchis à un entraînement par jour et après une sortie un peu longue le dimanche et si tu mets un jour de repos dans tout ça, en fait il n'y a aucun jour où il y a juste 1 heure de footing à 5,15 comme tu disais. Et du coup ça fait que les seuls qui ont des footings pour des footings c'est ceux qui vont doubler à pied, donc je pense qu'ici ça concerne que Sach et Max et du coup en fait les footings juste pour footing c'est les footings d'échauffement avant la muscu ou avant les séances, du coup on écarte un petit peu ça et donc ça enlève direct pas mal la possibilité de mettre des footings lents. Et puis un autre truc aussi c'est les objectifs du groupe. Là tu disais c'est Alessia Zerbo qui parlait de ça dans un podcast aussi. Elle était pas d'accord justement. Elle était pas trop d'accord avec l'adage. Ah ouais, tu vois. Je pense qu'aussi c'est ce truc là de courir lent pour courir vite, c'est pas mal une approche des distances un peu plus longues, de la route, du semi-marathon qui sont pas les objectifs du groupe. Puisque là tu regardes on a des coureurs de 8, 15 et 5000. Et même ceux qui ont une approche plus par le long ici mettent beaucoup de qualité, donc c'est intéressant pour courir, faire du volume, développer une économie de course de par le footing, mais au final pour du 8-15 quel est l'intérêt, parce qu'au final à faire du footing, ce que dit Maëva, pour les musculeux ça laisse aussi des traces et donc peut-être que pour après une séance un peu plus exigeante ça entame les qualités mécaniques, donc c'est un choix à faire. C'est compliqué de statuer parce qu'il y a différentes écoles, mais c'est vrai que nous on fonctionne pas trop comme ça au PAC. Ouais. Moi je trouve qu'il y a aussi il y a peut-être une analyse à avoir, c'est que j'entends beaucoup ça chez les débutants et je me dis que c'est une certaine manière de se rassurer aussi du fait que on fait un sport qui est dur, on va se mettre des grands cartons parfois, aller faire du fractionné, du seuil et tout, ça peut être dur. Et peut-être qu'il y en a qui ont peur de ça et en fait ils se rassurent en se disant ah oui j'ai entendu dire qu'il fallait courir lentement pour courir vite donc je ne vais que courir lentement. Sauf que oui ça marche pas. C'est facile de se protéger derrière le dicton quand on peut que courir lentement. Ouais. Non mais c'est méchant. Non mais en fait il y avait aussi alors je sais plus qui avait fait un super chrono sur 10 sans avoir jamais travaillé cette allure 10 en fait. Donc il était toujours en sous-régime à l'entraînement par rapport à ce que finalement il a réalisé sur le 10. Et sûrement que ça a marché en fait pour lui, mais je pense que même des fois quand tu prépares des échéances ou que tu dois travailler l'allure, aussi il faut travailler la mécanique de course.
à ces allures et je vois pas comment tu peux les travailler, être efficient sur cette allure-là si tu l'as jamais vraiment trop pratiqué à l'entraînement. Ouais. Donc travailler tout le temps sur régime, peut-être que physiologiquement c'est intéressant, mais mécaniquement... Et vous ressentez jamais le besoin d'aujourd'hui dire tranquille, je suis crevé, j'en peux plus, je fais un footing à 6 au kill parce que hier j'étais trop mort, demain ça va être dur et tout ça. Vous avez jamais un peu cette petite soupape de se dire il faut que je lève un peu le pied ou... Sur ce ressenti-là, finalement, en passant en sport porté, tu vois, le truc de la fatigue, directement, François Okami va nous dire là, ce footing, ça sert à rien, va le faire en sport porté. Donc, je pense qu'il y a la notion d'habitude. On n'a pas l'habitude d'aller faire du 5,30, 5,15. Donc, pourquoi aller là-dessus alors qu'on peut, si on est fatigué, du coup, entre guillemets, se reposer et prendre le moins de risques possible en étant sur sport porté. Ouais, ok. C'est toi qui rigole, Ryan. Ah, je pense à Jimmy Gressé qui disait qu'en 5 ans il perdait l'équilibre. Ah oui. On est peut-être comme lui au final. C'est possible. Hein. À 3 ans, t'es en footing encore, toi, non? Bien sûr. J'ai de la marge. Tout le monde est en footing. Juste en général, moi je viens de la natation et l'un des trucs que j'ai beaucoup appris là-bas, c'est que souvent c'est un sport qui est assez technique et qu'on copie. Et mon coach m'avait dit que dans le sport il y a beaucoup de grandes règles que certains imposent ou qui se disent, mais c'est rarement à respecter, quoi. On a tous des corps différents, on a tous des envies et des réactions différentes à des entraînements, et que les grandes règles comme ça en général ça n'a pas trop de sens, quoi. C'est un peu dénué de sens. C'est des mythes, quoi. Ouais, un peu, c'est ça. Les légendes urbaines de l'entraînement. C'est un truc de masse, quoi. C'est très peu adapté, quoi. Au final, chacun son chacun. Il vaut faire un truc qui soit adapté à soi. Il n'y a pas à complexer de courir vite ou non. Je pense que c'est une vraie bonne manière de faire. Okay. Surtout quand on voit le degré de sport porté qu'on fait chacun. Ouais. Je pense vraiment que certains voient nos plannings, ils sont... Ouais, moi c'est un truc qui m'a vraiment impressionné. Surpris, je vais dire. Impressionné c'est autre chose, mais surpris c'est quand je voyais que vous étiez si fort et si forte sur piste. Et qu'en fait il n'y avait pas forcément masse de courses, qu'il y avait beaucoup de sport porté, beaucoup il y a la moitié des efforts. Il y a un gros centre de formation UAE ici. La moitié. En fait c'est des doubles projets sportifs. Quand la piste ça marche après vous passez sur le Tour de France. C'est impressionnant, ouais. Sur les courses après, quand tu les vois ils sont quand même pas si mauvais. On a Paul aussi qui vient d'arriver. Ça va Paul? Est-ce que tu veux te présenter? L'oreille de la sieste. Donc moi je m'appelle Paul, j'ai 26 ans et j'ai rejoint le PAC cette année, en septembre. Voilà, pour un projet sur 1500 mètres. Bah, bon courage Paul. Merci. Je fais aussi de la team vélo. Ok, c'est team voilà. Périostite qui traîne depuis un bout de temps. C'est grave, ok. Et c'est ok, ouais. Et c'est ok. Il assume son faiblesse. Voilà. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet, où là, le monde entier de l'athlétisme français, le monde entier, la France attend votre verdict. C'est le sujet sur les tenues d'équipe de France. C'est pas ok. On fait un sport où quand on porte une tenue de l'équipe de France, on passe souvent pour un gros débilos, un peu cringe. C'est pas trop accepté de porter un maillot d'équipe de France, un maillot France, etc. Alors qu'il y a plein d'autres sports où c'est ultra cool. Au foot, quand on a un maillot de l'équipe de France, c'est normal, on soutient son équipe. Il y a d'autres pays où ils portent les maillots, aux US, ils sont tous avec des maillots ricains, etc. Mais chez nous, c'est pas trop accepté. Je compte sur vous pour aujourd'hui nous dire si c'est ok ou si c'est pas ok. Et si jamais il y a des débats, pourquoi est-ce que l'un imprimerait sur l'autre? Max, t'avais l'air d'avoir envie de commencer. Je pense qu'on a le droit de mettre le maillot de l'équipe de France de foot au barbecue, mais pas celui de l'athlète. Non, c'est débile, je suis d'accord. Toi, tu voudrais pouvoir porter un maillot de l'équipe de France? Moi, je suis frustré de pas les mettre parce que je sais qu'on est jugé. Non, franchement, c'est pas prétentieux de les porter. Je pense que c'est tout aussi, on a tout aussi le droit que n'importe quel sport. On est bridé par ça, je comprends pas trop non plus. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut se permettre de porter un maillot du Kenya ou une combi des US et que personne ne va rien nous dire. Donc ça se voit très bien que je suis pas Kenyan. Donc là-dessus, c'est vrai que je pense que peut-être qu'on s'auto-bride, on s'auto-interdit de le faire. Après, peut-être qu'on verrait différemment si on portait des maillots
maillots de récup ou des maillots, je veux dire, des vestes. Mais c'est vrai qu'on associe vite le débardeur de l'équipe de France à une sélection et peut-être parce qu'on connaît des gens qui font des sélections, on a une forme de respect en se disant on va pas le mettre, on va prendre une distance et on va devoir le mériter. Ouais, c'est ça. Alors qu'on devrait le faire, on devrait être fier et genre juste dire c'est un cadeau, on me l'a offert ou je suis juste, c'est une période de compète, on va supporter notre équipe. Ouais. Après, je me demande s'il n'y a pas aussi un aspect marketing. Moi, je fais de l'athlé depuis les écoles d'athlé. Et mon seul souvenir du moment où on pouvait acheter les tenues équipe de France, c'était quand l'équipe de France était sous ASICS. Donc je me demande, j'ai pas l'info, mais est-ce qu'avant, finalement, les tenues étaient vendues au grand public, à l'inverse du football, du rugby, etc., où d'un point de vue marketing, il faut vendre. Du coup, t'achètes, t'es fier, etc. Je sais pas si dans l'athlé, c'est le cas. Et mon souvenir, c'était avec la boutique Iron, du coup, quand c'était ASICS. Et ça s'était sorti comme quoi vous pouvez acheter les maillots, mais du coup, c'était pas vendu comme quelque chose où on pouvait le porter fièrement pour représenter son pays et le sport de l'athlétisme. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi ce point de vue-là qui fait que on est vachement en retard par rapport aux autres sports. Okay. Parce que là parce que c'était des déstocks. Il y avait ça. On a cru qu'on pouvait tout d'un coup en acheter. Ouais, parce que de et mémoire, Adidas, tu peux les acheter aussi. De mémoire, c'était ça au moment où ils sont changés de partenariat, je crois. Mais là, on pourrait acheter un maillot. On pourrait tous demain acheter des maillots Adidas. Exactement. L'équipe de France. Mais on voit qu'il y a le même recul en vélo aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on imite ce qui se passe en vélo. Plus personne porte des maillots d'équipe professionnelle. Ouais. Peut-être parce que si on a des jolis maillots qui se font en équipementier classique, alors qu'avant c'était moins le cas. Ouais. Et là, si demain on allait sur la piste à Font-Romeu avec un t-shirt équipe de France. Tu passes pour un énorme tocard. Ah moi je rejoins assez Sacha. À l'étranger, que je suis. Vas-y Max. À l'étranger, t'aimes bien le porter quand même. Ouais. Quand je suis au Kenya, j'aime bien le porter pour on dit on te l'a donné celui-là. Et ce que je voulais dire, c'est que je rejoins assez Sacha et je pense que je suis moins dur avec les personnes qui ne courent pas et qui pourraient porter le maillot pour encourager. Donc par exemple, ça me paraît logique que les parents de personnes qui sont sélectionnées portent les tenues. Ouais. Parce que je me dis pas ce sont des coureurs qui portent, mais par contre en tant que coureur, si j'ai une licence, je me dis non, ça se mérite d'avoir une sélection. Ouais. Et c'est vrai que peut-être le fait de côtoyer des personnes qui sont en équipe de France, on dit non, nous on l'a pas fait en fait. Je veux quand même remarquer que tu as le maillot de la Fédé de danse. Elle bosse là-bas. Alors il y a le plus grand des calmes au bord de la piscine. Je vais justifier ça. Je fais partie du staff de la Fédé de danse, donc je tolère le fait aussi que Camille porte le maillot de l'équipe de France parce qu'il est dans le staff et qu'il travaille à la Fédé actuellement. Donc porter un maillot, c'est finalement avoir le gros boulard quoi. Ça, en fait, ça dépend du contexte, du rôle que tu as. Et encore une fois, là, c'est pas le maillot de la danse, c'est juste le t-shirt coton, c'est pas non plus le maillot élite, parce qu'après on peut revenir aussi sur les maillots élite. Non mais c'est vrai qu'il y avait Nico qui m'avait filé un maillot, mais comme ça limite pour que je l'encadre chez moi. Et une fois j'avais plus de manches longues de propre dans mon bac à linge, j'ai mis ça, mais je me sentais méga honteux sur la piste d'arriver avec un truc équipe de France quoi. C'était chaud. Moi j'aimerais poser la question à Milo parce que finalement autour de cette table c'est le seul qui l'a eu ce maillot équipe de France et du coup toi je crois qu'on t'a pas vu tant que ça sur des séances avec ce maillot et pourquoi est-ce que pour toi tu le sors parce que c'est le moment clé ou tu pourrais le sortir et juste tu l'avais pas dans tes affaires? Ouais non déjà je fais ma première sélection l'été dernier et justement je me disais peu avant cette sélection jamais je n'aurais acheté ce maillot là avant de l'avoir fait cette sélection. En fait ça me paraissait vraiment impensable. Je me disais justement en fait je le mérite pas, je vais pas le porter tu vois. Et même actuellement le mettre je le mets pas en fait parce que je me dis en fait ouais pour moi c'est ça, je vais dire ça fait un peu prouveur. Après c'est ce que je pense, mais en fait j'en ai d'autres des débardeurs et puis celui-là il est réservé vraiment pour les grandes occasions pour moi. Et ouais c'est différent. C'est vrai que effectivement comme le foot tout le monde devrait pouvoir le porter et pourtant je l'ai mérité et je le porte pas à l'entraînement. Donc il y a quelque chose de vraiment un peu paradoxal. Okay.
Après, au foot, j'ai jamais fait de foot, mais est-ce que si tu débarques pas à l'entraînement en full tenue équipe de France, tu passes pas aussi pour un plouc? C'est vrai. Le petit qui arrive avec toute sa tenue, tous les crampons et tout, je sais pas est-ce que c'est toléré ou pas, tu vois, je suis pas de ce monde. Si t'es amateur, c'est Mais ok. une vraie piste, c'est il y a une année où la Adidas, je crois bien, a fait un maillot rose. Oui, c'est pour l'année des Jeux Olympiques. Qui s'est très bien vendu en dehors de l'athlète, qu'on a beaucoup vu sur les pistes et qui a été considéré comme un maillot d'entraînement. Et là, il n'y avait aucune honte à le porter. Et du coup, les tenues d'échauffement, peut-être qu'ils pourraient aller vers ça. Et là, ça démocratiserait un peu le fait de porter des tenues équipe de France qui ne sont pas des tenues de course. Et voilà, moi j'y vois une vraie piste et ça pourrait être sympa. Des dérivés quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont contre le fait de démocratiser un peu les maillots d'équipe de France et que ça reste un truc méga niche où si jamais t'as pas une select, tant pis pour toi, tu le portes pas. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu comme ça? Moi, ça doit rester dans le cadre. Contre, ouais. Ça doit rester dans le cadre. Tu dois le mériter, Mathis. Mais ouais, moi je disais je suis pas contre, mais je pense personnellement c'est plus dans la tête en mode si je le mets, c'est que je dois le mériter et que j'ai fait la sélection. Et donc pour moi je pourrais jamais le mettre si j'ai pas fait de sélection. Okay. Mais c'est personnel après. Okay. Je vous propose qu'on... Ouais, vas-y Paul. J'allais dire, moi je suis pour porter tous les maillots qui ont une histoire, donc dans le groupe je suis un peu connu comme étant celui qui ramène toujours des maillots de course qui a genre 5-6 ans. Des courses que tu n'as pas faites aussi. Non, les chaussettes de l'échappée belle, on t'a pas vu sur l'échappée belle. Voilà. C'est vrai que les chaussettes font beaucoup parler d'elles, mais non, je pense aux maillots. Appel au don. Distance Paris, on va lui mettre quand même. Non mais ouais, le plus gros stock que j'ai d'équipe de France. Tu vois, si jamais par exemple dans ton cas il y avait un athlète que je connais qui me donne son maillot de l'équipe de France, moi je serais fier de le porter et de raconter l'anecdote sur pourquoi j'ai eu ce maillot quoi. Okay. Au-delà de toute la signification que ça peut peut-être avoir derrière. Okay. Une anecdote. Voilà, c'est ça. Pas un achat sur internet. Ok. J'espère qu'on va pas faire descendre les chiffres de la FFA. Je vous propose... Moi des fois, je le mets, voilà. Ouais, je le mets un jour où je sais qu'il y aura beaucoup de personnes sur la piste. Je sais qu'on me laissera le premier couloir. Voilà. Là, ça, c'est une bonne technique que je donne. Ok, pas mal. Et si on votait pour officiellement aujourd'hui sur New York en exclusivité, définir si on est ok ou pas avec le maillot de l'équipe de France. Qui est pour pouvoir porter librement ce maillot sans avoir aucune remarque, aucune critique qui est ok pour pouvoir porter le maillot de l'équipe de France d'athlétisme sans qu'on vienne l'emmerder sur la piste? Levez la main ceux qui sont pour. C'est une minorité. Quand même. C'est qu'il est pas très beau en fait. C'est ça le fondement de la question. En toute bienveillance. En toute bienveillance. Au-delà de remarques, de critiques, tu vois un maillot de l'équipe de France, le gars il a fait une sélection, il pèse. Je le mets pas si je pèse pas. Tu vois, ça me paraît simple. Il baise. En fait, Mathis, je pense que c'est pire que ça. Je pense que si tu vois quelqu'un avec un maillot de l'équipe de France, généralement tu le regardes et tu l'évalues dans les premières minutes pour voir quel niveau il a. Et en fait, tu t'exposes encore plus à l'observation. Ok. Mais est-ce que vous avez remarqué, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué sur les pistes, qu'il y en a beaucoup qui mettent que le bas, soit le cuissard, soit le short. Ah oui. Tu sais qu'ils sont en sélection, mais ils mettent pas le haut. Et je repose la question à Milo, est-ce que c'est une habitude que tu as de mettre que les chaussettes? Ça va. Y a pas j'ai pas remis le débardeur depuis l'été dernier je crois, mais le short par contre je l'ai remis effectivement. En fait il y a vraiment quelque chose, moi le débardeur moi j'ai peur de me faire juger en fait. Ouais. Okay. Parce qu'il y a si pas c'est une Milo qui a peur de se faire juger. Alors que t'es parfaitement légitime sur le papier, t'as bien une select donc. Et ouais, et pourtant je le mets pas. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc aussi avec le fait que ce soit un maillot de compétition. Ouais. Et effectivement des survêtements ou des t-shirts d'échauffement, ça me choque beaucoup moins que ce débardeur de compétition ou cette combi qui là je pense que c'est pour ça que ça me dérange aussi, c'est qu'en fait c'est pour les compétitions internationales, peut-être c'est fait pour ça aussi. Ouais, parce que c'est vrai que même sur certains, alors sur les championnats on est obligé de porter son maillot de club, mais c'est vrai que même sur certains meetings comme le MNEL ou des soirées de Saint-Maur etc, on voit pas trop de maillots d'équipe de France, alors qu'il y en a des gens qui viennent. Enfin toi tu fais des soirées de Saint-Maur par exemple, et là tu portes pas ton maillot d'équipe de France. Non. non. C'est un peu pareil quand tu vas au Kenya.
seules personnes que tu vois porter les affaires du Kenya, c'est les touristes. Enfin, je pense Ah ouais que les autres pays, portent pas aussi facilement le maillot de leur équipe. Pour le Kenya, je pense que c'est un peu pareil. Hein. Ouais, alors qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que... tu portes ces trucs-là, c'est comme on dit, c'est plus de l'ordre du souvenir ou il y a une anecdote derrière, donc tu portes un maillot national comme ça, quoi. Mais je pense que c'est un peu pareil partout, en fait. Ok. Moi, je voudrais juste dire aussi que sur le fait de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France, alors il y a un truc dans la culture athlée qui n'est pas que l'athlé, hein, dans d'autres sports individuels, genre au kayak, ceux qui ont eu des sélects, même pour aller au petit-déj, ils ne veulent pas mettre le t-shirt ou le jog de la sélect si c'est pas dans le cadre de l'équipe de France, tu vois. Mais je pense qu'il y a un enjeu pour la Fédé qui est que aujourd'hui, la fédération d'athlée, elle est pas mal décriée par le grand public, dans les médias, etc. Et que ce soit les athlètes, les coureurs, les runners ou le grand public n'arrivent pas trop à s'identifier à cette équipe de France d'athlétisme. Et je pense que le fait de pouvoir porter un maillot de l'équipe de France, alors que ce soit un maillot d'échauffement ou le maillot de compète, ça peut être un enjeu de rapprocher les athlètes de l'équipe de France du grand public. Tu vois, quand tu portes un maillot de l'équipe de France de foot, t'as un nom de joueur derrière ou pas, tu vois, mais tu te rapproches de cette équipe. Du foot ou d'autres sports co, tu vois. Et je pense que ça pourrait être cool de trouver un moyen justement que le grand public puisse se dire j'achète ce maillot et ça fait pas tocard sur les pistes, quoi. Ouais, parce que c'est même une question qu'on pourra avoir sur les maillots de club en fait. On achète bien des maillots de club de foot, on a des clubs favoris, il y a des gens qui vivent à Paris et qui sont en full tenue de l'OM ou des trucs comme ça. Nous on n'a pas trop ça en athlé. Moi je mets la veste de Montreuil pour aller faire mes courses. Pareil, on me laisse passer dans la queue, c'est vachement bien. Non, mais oui, mais Mathis, c'est pas la même médiatisation. Les gens ils s'identifient vraiment facilement à des footballeurs professionnels qu'à des athlètes, où en plus les sélectifs changent régulièrement en fonction des échéances. Donc je pense que c'est moins facile de s'identifier. Enfin, là peut-être que maintenant les gens connaissent Jimmy Gressier parce qu'il est champion du monde et qu'il y a des fresques qui sont à Bologne. Mais est-ce qu'il y aura des gens dans la rue qui porteront le maillot de club de Boulogne Mais après c'est différent parce qu'au foot souvent il y a les noms aussi derrière dans le dos et en athlète on n'a pas ça. Donc il y a aussi peut-être cette barrière. Peut-être qu'un jour on aura ça. Hein. Ouais. Des maillots de club. Numéro 10, Gressier. 3-20, Gressier. Donc officiellement, vous n'êtes pas OK pour pouvoir porter librement le maillot de l'équipe de France. OK. On fera peut-être un épisode. Si t'as pas de licence, c'est OK. OK. Si tu es amateur, très bien. Okay. Je vous propose qu'on passe au dernier sujet de l'épisode. Alors peut-être le 4ème, on verra un petit peu combien de temps ça prend. On va faire le 4ème. Moi je me suis mis à faire de la piste assez tard. Et j'ai remarqué un truc, c'est que c'est quand même une discipline qui est très élitiste. Pour avoir mis pas mal de potes dans la course à pied, pour avoir même un petit peu coaché des copains qui maintenant courent bien sur route, etc. Il y en a même maintenant qui se sentent toujours pas légitimes à aller sur piste. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire de compétition sur piste si on n'a pas de licence, il me semble. En tout cas, j'ai jamais vu d'inscription open. Je ne saurais pas dire pourquoi d'ailleurs. Et même parmi les coureurs, des fois sur route, il y en a qui se disent oh là, le 1500, je suis trop mauvais pour y aller, je vais finir dernier, etc. Est-ce que vous ressentez un petit peu ce côté élitiste de la piste? Est-ce que c'est quelque chose que quand vous courez peut-être avec des gens qui sont issus d'autres distances ou disciplines que vous ressentez aussi, et même avec des amis qui juste font de la course à pied loisir, est-ce que vous ressentez le fait d'être dans une discipline qui est très fermée aujourd'hui? Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit une discipline qui soit un petit peu plus ouverte, ou est-ce que tel que c'est comme ça vous paraît normal et que vous trouvez qu'il y a une justification au fait que ce soit un petit peu plus resserré que la course à pied standard, on va dire? Moi, déjà, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le même sport. Ouais. Le running et la compétition sur piste, c'est deux sports assez différents dans l'approche. Il y a un problème de popularité des courses, c'est-à-dire qu'il y a peu de courses où tu te dis, là, je peux rentrer dans cette course-là. Peut-être qu'à Paris, on a l'exception des soirées de Saint-Maur, où on voit que ça brasse très large avec tous les niveaux qui sont présents. Donc là, à la rigueur, on pourrait commencer, mais il y a très peu de courses sur ce modèle où il ne faut pas se battre pour avoir un dossard. Donc déjà, ça, c'est un vrai frein. Le marathon de Paris, il y a beaucoup plus de dossards, des dizaines de milliers de dossards. Ouais. Alors qu'une soirée de Saint-Maur, si tu as 60 dossards par course, c'est autre chose. Et ensuite, il y a aussi la proximité des compétitions. On a la chance à Paris d'en avoir pas mal autour de nous, mais tu vas en Occitanie, il y a très peu, tu es obligé de faire beaucoup de routes. Et faire 2 heures de route pour courir un 1500 mètres quand tu n'en as jamais fait, il y a quand même une sacrée barrière à l'entrée aussi. Ouais. Mais par exemple, on voit jamais sur un événement, même des événements qui se veulent très ouverts, je pense notamment au Fast 5000 qui avait lieu les 3-4 dernières années, qui se veut un peu
populaire, fédérateur, avec plus que juste de la course à pied, DJ set, des barbecues et peu importe. On peut pas s'inscrire en open. Par exemple, moi, si jamais, je sais pas, mon père il venait me voir sur une course, il aurait pas pu courir. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, non de pas avoir d'ouverture. Il y a que le Fast 5000, enfin, de souvenirs, hein, qui est un peu accessible à des personnes, enfin, où vraiment c'est, disons, plus attrayant pour des gens qui sont pas de l'athlé. Et quand on va dans un meeting normal, si t'as pas vraiment les refs, les refs chronométriques ou l'œil en fait pour apprécier une course, je pense que ça te parle pas vraiment. Donc je pense que même au niveau d'attractivité de la piste, c'est moins vendeur que du running à l'extérieur où t'as la ville pour toi pour courir et tout ça. Là tu cours quand même sur un ovale, quoi. Donc c'est parce que c'est moins attrayant pour le commun des mortels. L'un des trucs récents qui a démocratisé un peu la piste, ou du moins le format piste, je trouve, c'est la Block League à Paris. Enfin là, ils ont un peu tourné en France. Alors je sais pas si c'est lié ou pas, mais il y avait aussi un GP800 où je crois qu'il y avait eu pas mal d'amateurs quand même qui avaient couru et qui n'étaient pas forcément, c'était des licenciés je crois, mais qui n'étaient pas forcément des coureurs de pistes constants. Et la Block League, je trouve qu'elle se rapproche énormément du format piste puisque c'est à peu près les mêmes distances, ça reste des relais. Tout ce qui manque, c'est le fait de tourner en rond. Et c'est peut-être un frein aussi à l'attractivité de la course sur piste, c'est que un 5 bornes en ville, ça attire du monde. Par contre, un 5 bornes sur piste, déjà il y a la place, il y a le temps. Une soirée de Saint-Maur, c'est extrêmement long. Si on accueillait tous les niveaux, ça durait très longtemps. Déjà que là, ça dure très longtemps. Mais il y a peut-être une piste à aller chercher sur la Block League et des pistes, c'est pas ce qui manque, il y en a quand même pas mal. Et il y en a pas mal qui sont fermées au public. Si t'es pas du club, si t'es pas de la ville, les horaires sont compliqués, elles sont réservées aussi aux écoles à certains horaires. Donc au final, ça fait beaucoup de conditions pour aller courir sur une piste. Donc je peux comprendre que ça soit un truc élitiste, je sais pas, mais difficile d'accès. Et je trouve que la Block League, il y a une évolution qui peut tendre vers l'ouverture de la piste à tous. Et ça marche plutôt bien et ça a l'air assez amusant, quoi. Et qu'importe le niveau, tout le monde est content d'y aller, hein, qui gagne ou non. Voilà. Moi, j'irais peut-être pas non plus sur l'élitisme, mais peut-être juste la culture. C'est-à-dire que la piste, c'est plutôt quand on commence jeune, où on est sensibilisé, parce que c'est peut-être beaucoup plus codifié et donc plus difficilement accessible par différentes personnes, parce que les disciplines de la piste font que déjà, entre du sprint, du demi-fond, du fond, les règles elles peuvent changer, il y a des règles avec les lignes, des couloirs, et sur la route on se pose pas toutes ces questions-là, c'est qu'il y a un départ, il y a une arrivée, et donc c'est peut-être aussi plus facilement accessible par le coureur qui voudrait débuter, enfin le coureur lambda, amateur ou de loisir. Et la piste, il y a aussi la notion de place qui fait qu'on ne pourrait pas courir à 6000 coureurs comme c'est offert sur les grandes courses. Donc, indirectement, ça fait aussi une sélection. Alors, je ne vais pas vous dire une sélection naturelle, mais disons qu'il va y avoir des places. Et quand on voit aujourd'hui l'enjeu qu'il y a sur les courses et les meetings, il faut toujours justifier pour entrer d'une performance. Donc, peut-être que ça en décourage aussi quelques-uns, même si il y a des compétitions qui sont accessibles à tous et que toute performance est respectable, mais et aujourd'hui il y a quand même aussi cette notion de meeting qui rend les places difficilement accessibles. Ouais, mais par exemple, si jamais tu vis à Marseille, ou si jamais tu vis, j'en sais rien, j'ai l'impression qu'il n'y a que à Paris où un débutant qui a une licence, attention, pourrait prendre part à un meeting, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des meetings, par exemple à Lyon, il n'y en a pas beaucoup. Je suis pas sûr qu'il y ait des séries méga ouvertes où quelqu'un, je vais dire une bêtise, mais quelqu'un qui ferait par exemple 13 minutes aux 3000 pourrait participer. Je sais pas si. J'ai l'impression qu'il n'y a que à Paris où on pourrait vraiment être hyper ouvert sur le nombre de personnes qui viennent participer. Alors, après, il y a deux circuits, il y a le circuit des meetings et le circuit fédéral. Je pense qu'à partir des départementaux, je sais pas s'il y a des minima qui sont déjà appliqués, mais en tout cas, ça fait déjà une première étape. Et après, oui, il faudra progresser pour passer aux étapes supérieures, régionaux, interrégionaux, et puis après les France pour ceux qui se qualifient, mais c'est vrai que là je suis peut-être pas assez calé sur ces départementaux, les minima qu'il faudrait réaliser, mais c'est vrai que ça peut déjà mettre une plus grande pression en tout cas que sur la route à la différence. Moi ce que je trouve bien avec la piste, contrairement au running, c'est qu'il faut avoir une licence, et du coup pour avoir une licence il faut être inscrit dans un club, du coup ça fait vivre aussi les clubs, parce que il n'y a pas tous ceux qui font du running ne sont pas forcément licenciés à un club, et préparer une compète de piste,
c'est du temps, c'est de l'engagement, il y a beaucoup de bénévoles, on dirait pas, mais vraiment, il y a tellement d'épreuves sur une journée qu'il faut, je sais plus combien de bénévoles pour tant d'athlètes, enfin il y a des quotas, donc pas tous les clubs peuvent le faire non plus. Donc plus il y aura de licenciés, plus il y aura d'athlètes qui vont courir en piste et plus ça va faire vivre les clubs, quoi. Donc ça c'est hyper important aussi. Et ce qui peut aussi être un frein, c'est ce côté perf. Quand tu vas sur un meeting, déjà tu es sur un anneau de 400 mètres, tu es grand maximum 15 par course. Donc tu as aussi le regard. Si tu es premier licencié et que tu viens sur cette compétition, il peut y avoir cette pression que tu n'as pas sur un 5 ou 10 bornes ou en ville, où le défi ça va être de finir la course et pas de parler de chrono. Finalement, nous quand on s'aligne sur des meetings, si c'est pas un championnat, on n'y va pas pour aller prendre la première, deuxième, troisième place. À chaque fois c'est je veux faire ce minimum là pour aller à une étape supérieure. Du coup c'est peut-être ça qui fait que c'est réservé plus à des personnes qui veulent s'orienter sur la perf plutôt qu'à un coureur lambda qui va aller s'aligner sur un meeting. Okay. Je pense que la tendance en général du running, c'est plus, c'est dommage, hein, mais c'est une fois qu'on a fait un 10 km, on passe sur un semi. Une fois qu'on passe sur un semi, on passe sur un marathon et il n'y a pas de fin. Et ceux qui sont intéressés pour faire de la vitesse ou qui seraient intéressés pour faire un 1500, un 800, un 5000, s'il n'a pas pris sa licence, je pense qu'il devrait, parce qu'il a déjà presque un pied dedans s'il s'y intéresse en fait. Donc je pense que la plupart des gens qui seraient intéressés de faire ça, ils ont déjà une licence et c'est juste qu'ils ont... Ouais, parce que c'est vrai que dans l'opinion populaire, j'ai l'impression qu'il y a un peu le truc de courir plus longtemps. C'est plus dur que courir vite sur du court, alors que je pense que vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Non. Tu le vois à la machine à café, hein, quand on te demande, on sait que tu cours et on te demande t'as fait quelle course l'été là, et que tu sors que t'as fait ton meeting sur 1500 mètres, que t'as battu ton record et que t'as le grand sourire. La deuxième question c'est et sur marathon tu vaux combien? Et en fait il y a pas de, ils n'arrivent pas à comparer cette performance là, et ce qu'ils arrivent à comparer c'est maintenant que de la longue distance quoi. Même le 10 bornes c'est presque réservé maintenant les notions sur les chronos de 10 bornes, c'est presque réservé à ceux qui courent. Il n'y a que le chrono sur marathon que tout le monde peut connaître quoi. C'est vrai. Je crois que le pire, la machine à café, c'est le cross-court. Les gens. Quand tu leur dis, j'ai été courir 4 km dans la boue, ils sont là. Ah, tu fais du mode day? Ouais, c'est Spartan Race. Et donc, attends, c'est pour quand? Moi, ce que je voulais dire, c'est je pense aussi qu'il y a moins de personnes qui font des meetings parce que généralement, les meetings qui sont organisés par les clubs, ça repose effectivement sur du bénévolat. Ce qui n'est pas le cas des courses. Les courses, c'est quand même organisé. Tu prends le marathon de Paris, plein de trucs, c'est par ASO ou des grosses boîtes qui ont des énormes moyens. Donc, déjà, des capacités d'accueil, effectivement, qui sont largement plus conséquentes. Et ce qui n'est pas le cas des clubs, quoi. Je vois par exemple à Montreuil, l'organisation d'un meeting, c'est quelque chose qui, je pense, déjà coûte de l'argent au club. Qu'il faut trouver des bénévoles, il faut avoir une piste aussi, parce que toutes les villes n'ont pas forcément de pistes sur lesquelles les clubs peuvent s'entraîner et tout. Donc je pense que ça déjà c'est peut-être un premier facteur limitant. Et après effectivement je pense qu'il faut... le running et l'athlé c'est peut-être deux choses différentes. Moi j'ai l'impression d'être vraiment spécialisé dans l'athlé en demi-fond, là où je ne me retrouve pas forcément sur des courses de 10 km ou quoi. Mais moi je trouve qu'au-delà de faire venir des gens pour courir, c'est chouette, c'est de faire venir des gens pour supporter aussi. Et on voit qu'on a un sport qui a du mal à être présentable et à attirer du monde sur les courses. Là où le Fast 5000 avait bien réussi, là on voit qu'avec la tentative de record de Face sur Mile, ils avaient réussi aussi. Je pense qu'en rendant notre sport attractif et sexy, déjà en faisant venir un public, on pourra attirer des nouveaux licenciés, mais sans forcément faire courir les gens au début. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il y a des formats qui sont plus compliqués à regarder, mais on arrive toujours en rendant notre sport fun, tout en créant des formats sur mesure de temps en temps pour attirer les gens à venir encourager. Ok. Et je vous propose qu'on passe au dernier sujet. Finalement, on a un petit peu de temps. Il y a un sujet qu'on a pas mal... qu'on a pas mal teasé pendant le stage, c'est un truc, alors je vais être un peu transparent, c'est un sujet que j'ai déjà entendu sur une autre émission, mais je trouvais ça intéressant de l'avoir avec une autre population d'athlètes, parce que je crois que c'était plutôt en vélo, ou c'était des coureurs, mais plutôt marathoniens, je crois, ou des triathlètes qui
qui donnent leur avis et je serais curieux d'avoir un peu votre retour à vous qui êtes des purs pistards. C'est être en couple avec un ou une athlète ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi je sais que là il y a des gens en couple, des gens qui sont célibataires, des gens qui sont en couple avec des athlètes ou pas avec des athlètes. C'est quoi le mieux pour vous? Il y a des gens qui sont en couple au sein du pack. Et ça c'est intéressant aussi. Donc je répète la question, être en couple avec un ou une athlète, qu'est-ce qu'on en pense? Versus ne pas être en couple avec un athlète. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez? Genre si jamais là vous êtes célibataire ou pas, est-ce que vous aimeriez, ce serait le filtre numéro 1, genre je veux dater une athlète ou un athlète? Ou au contraire c'est quelque chose que vous cherchez à fuir absolument parce que impossible pour vous de vous mettre en couple? Je peux poser la question à Vincent, qu'est-ce que ça fait que sa compagne soit meilleure? C'est dur, c'est très dur je pense. Parce que c'est un sacré rythme de vie quand même. Enfin moi je parle en tant que personne en couple avec une personne qui n'est pas athlète. Ouais. Qui fait du sport déjà. Et qui fait de la compétition de son côté, mais qui n'a pas autant d'exigences. Là faut bien manger, faut bien dormir, 22h t'es couché, faut accepter de vivre avec un moine. Hein. Ouais, on n'en est pas loin, tu vois. Genre, moi, si je prends pour exemple, je suis professeur de PS, j'ai toutes mes vacances, moi, mais je pars pas. Ouais. Je pourrais, mais je pars pas parce que du moins dans ce groupe, on a un confort d'entraînement qui fait que dès que tu veux partir, faut organiser où est-ce que tu cours, comment tu cours. Moi qui cycliste professionnel, est-ce qu'il y a un assobike? Est-ce qu'il y a un assobike? Est-ce qu'il y a une poubelle pour y vomir là? Non mais c'est beaucoup d'organisation. Et en plus, nous on commence à... Enfin, moi personnellement, c'est la première année où sur vélo, je commence à regarder mes watts, essayer d'être précis. C'est du matériel, c'est de l'argent, c'est des paires que tu mets pas autre part. Et la gestion de la personne avec toi, c'est... si elle rentre du boulot à 22h30, 22h tu dors. Ouais. Le week-end, il y a des moments où tu es mort, tu veux juste te reposer. Non, il faut sortir et c'est une vraie gestion. C'est une vraie question qui se pose. J'ai jamais été pas athlète ou pas sportif, donc je sais pas ce que c'est que d'être en couple sans avoir toutes ces obligations-là. Mais c'est de la gestion et je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Et 2 athlètes, je me demande est-ce que c'est pas mieux? Mais est-ce qu'au final tu t'aères pas l'esprit aussi? Ouais. Il va rentrer célibataire, Ryan. Elle est au courant de tout. Qui voulait dire? Vas-y. Ouais, je t'ai posé une question en plus. C'était quoi la question? Comment tu le prends oui. la tête, Non, déjà, le bénéf quand tu es avec une athlète qui en plus performe, c'est que tu peux faire les mêmes footings. Et ça a de grande valeur. Je ne sais pas si elle fait ta pointure. T'imagines si elle fait ta pointure, tu peux même partager les chaussures. Ouais, ce serait beau. Non, moi j'y vois beaucoup d'avantages parce que rien que le dimanche, le truc où généralement tu peux te dire grasse mat, le gros cliché, mais tu restes au lit et tu prends le petit déj, etc. Là ça pose pas de problème de se dire là je dois aller caler ma sortie longue, on peut la caler ensemble. Si elle est sur vélo, moi je fais ma sortie longue, on rentre en même temps et surtout on comprend les différents, on comprend ce rythme là, on comprend qu'une personne après une séance va rentrer, va être fatiguée. On comprend que quand il y a une période de blessure ou de moins bien, l'humeur peut changer. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de compréhension. Et même sur les vacances, je rebondis sur ce que disait Ryan. Typiquement, on était parti cet été à Ibiza, on a repris ensemble la course. C'est quand même agréable d'être dans un cadre différent. Et ça rajoute une activité entre guillemets aux vacances, de dire on va aller entre guillemets visiter par le footing, même si on s'est tapé des côtes pendant tous nos footings. Mais voilà, moi je trouve que c'est un plus d'être en couple avec une athlète. Eva, je te sens très motivée. Moi je suis hyper impliquée là par ce sujet. Non, et aussi je pense être en couple avec un athlète ou un sportif en général de haut niveau ou pas, je trouve qu'aussi ça peut nous tirer vers le haut. Genre même si tu habites pas forcément avec la personne ou autre, mais si la personne se couche plus tôt, tu te dis si elle se couche tôt et qu'elle est perf, peut-être qu'il faut que je me couche aussi plus tôt. Et en vrai je trouve qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui te disent que vas-y, ça te tire vers le haut et ça t'aide aussi.
Donc je trouve que céder quand t'es à 2, c'est sympa aussi dans la pratique. C'est un appel à candidature pour des athlètes qui... Non. Le carré pris. Moi j'ai envie de dire un truc aussi, Max disait un peu ça appauvrit quand tout le monde est dans l'athlé ou dans la course à pied, et je suis assez d'accord avec ça. Alors moi je suis plus athlète, mais tu vois, l'an dernier je m'entraînais, en même temps j'entraînais le groupe. À côté, je fais un Master Staps, donc en fait c'est sport, course toute la journée. Ça fait du bien le soir quand tu rentres ou quand tu appelles ta copine, parce que moi pour le coup je suis à distance, tu vois. Mais de parler d'autres choses, tu vois, elle bosse pas du tout dans le sport. Elle a fait du sport, tu vois, mais même pas de la course. Et de pouvoir parler d'autres choses, c'est riche aussi. Mais par contre, voilà, ça implique d'avoir quelqu'un qui comprend toutes tes contraintes et qui s'intéresse aussi, bien sûr, à ce que tu fais, tu vois. Mais je trouve que faut aussi enrichir un peu le débat, et c'est cool aussi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui ne baigne pas là-dedans mais qui comprend tes contraintes. Ouais, là-dessus moi je te rejoins totalement, Camille. Je me verrais pas du tout avec une athlète en tout cas de l'athlétisme. Je trouve que c'est génial de comprendre, d'avoir le contexte et de savoir ce que c'est de faire de la compétition. Mais de là à parler tout le temps du même sujet, t'arrives, tu parles d'athlète, tu te couches, tu parles d'athlète, tu te lèves, tu parles d'athlète. Et mes footings, je suis bien content de les faire tout seul. Hein. Non, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des moments pour soi aussi. Ouais. Et en fait, si tes moments pour toi, tu les partages aussi, qu'est-ce que tu vas te raconter le soir en arrivant. Et quand t'es blessé, je suis bien content qu'on me parle pas d'athlète. C'est-à-dire que voilà, la blessure, elle reste au stade. Et à la maison, c'est totalement autre chose. Après, ça dépend de la personne aussi avec qui tu es. Si elle est en mode... si c'est un athlète et qui sait qu'il faut pas forcément... Enfin, lui, il souhaite pas forcément parler. Moi, ça fait 10 ans, ok. Je pense qu'à un moment, quand tu fais que de l'athlé, je pense que t'es naturellement, quand tu es en civil, entre guillemets, enfin quand t'es plus sur une piste ou quand tu aimes aussi switcher sur autre chose et pas parler que de ça. Parce qu'à un moment, tu pètes un câble, quoi. T'es tout le temps à parler chrono matin, midi et soir, et c'est horrible, quoi. Il y a un autre truc, je pense que c'est beaucoup plus facile de justifier que 3/4 de tes vacances c'est pour partir en stage. Moi, pour avoir été avec des compagnes qui sont pas forcément du milieu, c'est dur de justifier des fois. Donc là, quand tu es avec quelqu'un qui est aussi pratiquant, ils comprennent qu'il y a des périodes où tous les week-ends sont pris parce qu'il y a des compétitions, ou alors il y aura un stage de 3 semaines et c'est comme ça. Là-dessus, c'est plus facile. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui aiment être avec des sportifs de niveau, ou alors musiciens professionnels, ou des gens qui sont vraiment émulés par une passion. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans la personne aussi. Pas qui s'identifie que par la course ou que par sa passion, mais c'est des gens qui ont une passion forte, et c'est ce qui fait la personne, quoi. C'est beau, ça. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que le fait de ne pas sortir avec un athlète, ou en tout cas quelqu'un qui fait la même discipline que nous, c'est qu'on élargit aussi son cercle social, et on n'a pas les mêmes amis. Donc ça permet aussi de croiser différentes personnes et d'alimenter différents sujets. Donc ça, c'est aussi sympa. Moi, j'ai pas d'amis, j'ai que des concurrents. Attention à ce que tu vas dire, toi. Oui. Non, c'est positif. Je pense que c'est bien de parler autre chose et de pas tout le temps parler athlé, mais nous on parle... C'est pour le podcast aussi, non ? Pas non plus trop d'athlé à la maison en vrai. Mais ça fait des super souvenirs aussi quand il y en a un qui perd, fait que tu peux y assister, ou que Mathis il m'a souvent livré à des compètes, enfin il sait ce que ça fait de faire un record. Moi je sais ce que ça fait pour lui s'il fait son record, et c'est des trop beaux moments aussi qu'on partage. Et ça, je pense que si les deux sont pas sportifs, tu peux vraiment jamais trop t'en rendre compte non plus, vu que t'es pas à la place de l'autre, quoi. Ouais. Je propose qu'on passe au quiz maintenant. La bialité. Attention. Alors, tu vas gagner la café. Je rappelle le principe du quiz. Alors, j'ai toujours pas de buzzer, j'ai toujours pas de... Sur le micro Non, surtout pas sur le micro. Tu vas le tuer, le micro. Surtout pas. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on tape. Donc ceux qui ont un micro, vous pouvez taper sur la chaise ou sur la cuisse. Moi, j'en sais rien. Sur la cuisse. Ouh. Et donc, pour le quiz, à gagner, il y a une petite cafetière Bialetti là, expresso pour 2-3 expressos. Et oui, bien sûr. Attention. Si elle est là depuis il n'y a pas de cacio et pépé à gagner, mais il y a une glace 3 boules pour ce soir si jamais. Une boule 3 glaces. Et donc, pour le quiz,
comme vous êtes du CA Montreuil, il va y avoir des questions spécifiques CA Montreuil. On va voir si vous connaissez bien votre club. Et il va y avoir, au total, 8 questions. 8 points. Donc 8 questions, ce sera la personne qui aura le plus de points qui remportera le quiz. Si jamais il y a des égalités, on trouvera un moyen de se régler pour les égalités. Je pense qu'il y a bagarre, il y a 400 deux mains sur la piste, enfin il y a plein de choses à faire. Et donc, je te file pas le micro. je vais être l'arbitre. C'est celui qui buzz le premier qui décroche le droit de parler en premier. Et si jamais la réponse est fausse, il faut tout de suite rebuzzer. Si jamais vous pensez que vous avez Il y a combien de questions, t'as dit ? Il y a 8 questions. Il y a des questions où j'ai 4 propositions à vous donner. Et donc vous allez devoir attendre que je dise les 4 propositions avant de buzzer. Et il y a une question où il n'y a pas de proposition. Et c'est une question à la Julien Lepers en mode je suis. Point négatif ou pas ? Oui. Pas de point négatif. Il est traumatisé. Milo, tu es le plus jeune, alors tu as le droit de participer, mais je compte aussi sur toi pour faire un peu l'arbitre, pour voir si jamais il n'y en a pas qui trichent, et aussi pour vraiment m'aider à dire qui a la parole en premier. Voilà. Première question. Vous oubliez pas, il y a 4 propositions, il faut que je les dise. En quelle année a été créé le CA Montreuil ? Il y a 4 Déjà, t'as rien compris. Il y a des propositions. Mais oui. Ok. Tu vas surveiller. Mais oui. Ah, je serais curieux de savoir si tu l'as là comme ça. Mais... Bah viens, on voit. Bah vas-y. Et sinon il part avec moins 1. Ouais, vas-y, direct. Est-ce que t'es prêt à jouer ? Et si jamais tu perds, tu ne participes plus au quiz. J'aime vraiment le jeu. Ok, Ristaker. Ristaker, PNL Maker. Alors ? C'est 1943. Oh, bravo. Le maths. Ok, le mauvais joueur. Moi, je peux avoir la question. Un point pour Sacha. Question ouverte à la Julien Lepers. Ok. Je suis un illustre athlète du CA Montreuil, coureur reconnu dans l'Hexagone tout entier. J'ai amélioré 9 records du monde, 17 records d'Europe, 43 records de France. Jazzy ? Bien sûr, Ah bah, Michel Jazzy. Bravo. J'aurais dû tout. Bah oui, moi aussi. C'est le seul qu'on connaît. Alors, récompensé d'une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rome en 60, j'ai également obtenu 2 titres de champion d'Europe, l'un sur 1500 mètres à Belgrade, l'autre sur 5000 mètres à Budapest. Je suis malheureusement décédé le 1er février 2024 et je suis aujourd'hui célébré et honoré par mon club à travers une course qui porte mon nom. Les Foulées de Jazzy. Michel Jazzy, bravo Vince. Ouais. Donc 1 pour Vince, 1 pour Sacha. Question 3. Là on sort un peu du CA Montreuil, on fait des questions plus génériques. Donc là pareil, 4 propositions. Quels sont les minima A masculins français pour se qualifier sur 1500 mètres au championnat d'Europe à Birmingham cette année? Première proposition 3,29,00. Deuxième proposition 3,30 et 15 centièmes. Troisième proposition 3,30 50 centièmes. Ou alors 3,31 et 10 centièmes. Oh, Mimi. Tu décides. Tu décides. Moi j'ai tapé aussi donc. Vas-y, bah, Mimi. Allez, vas-y. Allez Mimi. Moi je dirais 3,30 et 50 centièmes. C'est une bonne réponse. Bravo. Un point pour toi, un point pour Vince, un point pour Sacha. Question numéro 4. Quels sont les minima A féminins français pour se qualifier sur 800 mètres au championnat d'Europe à Birmingham cette année? Première proposition 1,58,00. Deuxième proposition 1,58 35 centièmes. 1,59,00. Ou dernière proposition 2,00. Vince. La B. C'est une mauvaise réponse. Aïe, c'est la A. Sacha. C'est la C. Ouais. C'est une mauvaise réponse. Maëva. Mais c'est la A. Bah oui. C'est une bonne réponse. Ah Maëva. oui. 1,58,00. Grosse de 8. J'aurais dit ça hier. Donc on a un point pour Milo, un point pour Vince, un point pour Sacha et un point pour Maëva. Il va y avoir un partout. Non. T'as dit quoi La barre, s'il vous plaît. Là on va parler du bilan, des bilans nationaux hommes et femmes. Il les connaît par cœur. Pour que aussi les auditeurs de New York se rendent compte de la densité qu'il y a un petit peu sur la piste en ce moment. En 2025, au bilan masculin senior, on oublie cadet, junior, espoir, etc. Donc en 2025, au bilan masculin senior en France, combien d'athlètes
apparaissait sur le bilan du 1500 mètres. Première proposition, 3014 athlètes. Deuxième proposition, 5021 athlètes. Troisième proposition, 5945 athlètes. Ou dernière proposition, 6087 athlètes. Sacha. 6000 athlètes. 6087 ouais. C'est une bonne réponse. Sacha est en tête du classement. Oh là là, ça va faire des cafés. Question numéro 6. Même question pour... Non, pardon. Question numéro 6. Ah, il nous a spoil. Quel chrono a réalisé... Alors, je sais pas exactement comment tourner la question, mais vous allez la comprendre. Je vais la tourner comme ça. Quel a été le chrono du 1000e athlète masculin français sur 1500 mètres au bilan l'année dernière en 2025? C'est-à-dire que quand je vais à la page le 4, donc, quel a été le chrono du 1000e? Alors, sachant que, attention, comme vous le savez, sur les bilans, il y a des, quand on fait la place ex aequo, il y a des gens qui sont égalité. Là, je parle vraiment du premier à avoir 1000. Proposition numéro 1. Est-ce que ce chrono de la 1000e place était de 3,59 au 15, de 4,04, de 4,12 ou de 4,14? C'était Vince. J'ai envie de dire 4,12. C'est une mauvaise réponse. Ryan. C'était quoi la dernière? 4,15? 4,14. 4,14. C'est une mauvaise réponse. Max. C'est une bonne réponse. Tu vois, c'est pas 4,04. 4,04. Waouh, le millième. Le 1000e français. En homme fait 4,04. C'est énorme. Il y a 1000 personnes. Est-ce que tu as une idée de combien c'était genre il y a 5-6 ans? Parce que genre j'ai l'impression qu'il y a quelques années, 4,04 t'étais top 300 tu vois. J'ai écrit un article il y a 3 ans là-dessus où c'était du comparatif 2023 sur 2013 et je crois que c'était genre 4 centièmes. Un truc comme ça. C'est énorme. Attends, t'étais en fait, si tu faisais genre 4 au 15, c'était 4 centièmes au bilan. C'est la 4,04 le millième. Ouais, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, mais. Mais le chiffre était encore plus important sur le 10, je crois. Et est-ce qu'il y a encore plus de monde? Genre, le nombre au bilan, il a augmenté encore aussi? Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Ou c'est juste la densité qui s'est déplacée? Je pense qu'il y a un peu les deux quand même. Il y a la VAR en cours. Et la VAR en cours. On saura plus tard du coup. Et alors, il faut quand même féliciter cet athlète que je vais citer. Donc, ce 1000e athlète, c'est Grégoire Pénuen de l'Union Sportive d'Ivry Athlétisme que on salue. Qu'est-ce qu'il a gagné du coup? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a rien gagné. Il a gagné. Il aurait peut-être gagné un café par celui des chaussettes On Your Marks. Donc ça c'était la question numéro 6. Donc il y a 2 points pour Sacha, 1 point pour Vince, 1 point pour Max, 1 point pour Maëva. Ok, donc le quiz n'est pas fini. Milo il a pas... T'as un point toi? Ouais, t'as un point. Les minima. Question numéro 7. Même chose, mais pour les femmes. En 2025. En 2025, au bilan féminin senior en France, combien d'athlètes féminines apparaissaient sur le 1500 mètres? Proposition 1, 1865 athlètes. 2541 athlètes. Proposition 3, 2944. Ou proposition 4, 3321 athlètes. Sacha. 2541. C'est une mauvaise réponse. Maëva. La A. 1865. Ouais. C'est faux. Quoi? Vince. 2009. 2944 athlètes féminines Ah ouais, il y a tant de meufs. ont réalisé un 1500 mètres l'année dernière. Putain, on va se régler au 400. Il est bon levé, il est bon levé. Donc là, S'il y a égalité, tu nous fais. Non, pas 400. Tu me laisses un peu d'avance. donc il y a 2 points pour Vince, 2 points pour Sacha. Mais c'est un ratio qui est pas aussi important que sur l'euro, c'est bien. Il y a moitié moins d'athlètes. Bah du coup la dernière question c'est qu'entre les deux. On avait 6 000 pour les qui répondent. Ouais. Le dernier gagne. Ouais, non. Quelqu'un peut monter à 2-2-2. Et là, on mettra une question bonus. Ah ouais. Ouais. Si vous voulez, je peux revenir avec les stats de 2010. Alors les stats. Alors, Si en Nelson 4,04, Montfort, tu étais 335e au vois. bilan. Ouais. Et il y avait 4372 athlètes qui avaient couru en 1500 mètres. Donc il y a eu, en gros, il y a eu 33% de perf en plus et tu as fait x2,5 sur ta place pour le 4,04 quoi. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est les pointes. 1000 personnes. c'est bicarbe. Donc dernière question. Question numéro 8.
Même question que pour les hommes. Quel chrono a réalisé la 1000e athlète féminine du bilan sur 1500 mètres? Je vous fais les 4 propositions. Est-ce que c'est 4 minutes 53, première proposition? Est-ce que proposition 2, c'est 5 minutes 02? Est-ce que proposition 3, c'est 5 minutes 07? Ou dernière proposition, c'est 5 minutes 12? Sacha? 5-12. C'est une mauvaise réponse. Non. C'est une bonne réponse. Magnifique. Et il s'agit de Camille Ménial de l'Entente Savoie Athlétisme qu'on salue aussi. Oh, je la connais, je vais lui donner la bénédiction, c'est bon. Donc je propose une addition des points avec Tessa et Vincent. Comment est-ce qu'on se règle J'ai une question à vous poser entre Sacha et Vince. J'ai une question. Et vous êtes que 2 à pouvoir répondre. Donc j'attends de votre part à tous un poker face le plus neutre possible. Qui possède le... Faut qu'on tape ou pas? Faut taper. Ah. Ouais. Donc entre Vince et Sacha. Attention. Qui au CA Montreuil possède le record cadet du 1500 mètres? Au CA Montreuil, cadet. C'est une question très facile. Je crois savoir. C'est notre Mimi national. Félicitations Mimi devait bouillir. Mimi, il avait pas poker face. Il bougeait pas. Mimi, il était comme ça. Je t'ai pas regardé, j'étais comme ça. En fait, je voulais. C'est le record du club sur 1500 mètres en cadet. Au début, je cherchais le record du 1500 et tout, et en fait, j'ai vu, c'était par ordre d'âge, j'ai vu Milo Serrao. J'ai fait ah oui, ok, bon, je vais peut-être pas poser cette question parce que sinon, ce serait trop facile pour lui. Bah, visiblement, pas tant. Pas tant. Ah ouais, ça a le plus bugué. Ouais. Voilà, donc félicitations Vince, tu as gagné une cafetière Bialetti et une glace 3 boules. Est-ce que tu peux annoncer aux auditeurs quels seront les parfums que tu comptes prendre ce soir Alors je vais partager cette glace avec l'auteur de On Your Marks. Parce qu'on va finir la saison main dans la main normalement. Ce sera caramel, pistache et un peu de stracciatella. On va se régaler, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Bon bah en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. C'était très cool, merci d'avoir ouvert les portes de ce stage le temps d'une dizaine de journées. C'était vraiment très cool de pouvoir s'entraîner avec vous. Est-ce que vous avez des derniers messages à adresser à ceux qui nous écouteraient, des concurrents à qui vous auriez envie de lancer des pics, des messages d'encouragement, des petites choses à partager avant qu'on arrête l'enregistrement? Si, moi j'en ai une. Sur les soirées de Saint-Maur, merci de préciser le bon chrono et d'arrêter les 10 secondes en moins. Sur tous les meetings, c'est une prise de tête. Voilà, c'est un message que je fais passer. Ok. Voilà. Pas d'autres. Pensez à François. Bisous François. Merci à lui. François revient. Merci à toutes et à tous. Et puis bon courage pour vos saisons de piste et bonne fin de stage à tout le monde. Merci aussi à Montreuil aussi. Merci aussi à Montreuil. Merci à Montreuil, t'as énergie. Merci à exactement partenaire. Merci de distance. Merci un an et demi. Allez, c'est bon, on peut s'arrêter là. Et là, depuis le début, ça n'a pas enregistré. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Running Vibes. On espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur le running et sur son actualité. Si vous souhaitez soutenir Running Vibes et On Your Marks, je vous invite à lâcher un like, un commentaire, à partager cet épisode autour de vous, à vos partenaires d'entraînement, à vos collègues, à vos proches, à votre famille, et surtout de vous abonner à On Your Marks, que ce soit sur YouTube, Spotify ou sur vos autres plateformes d'écoute. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, n'oubliez pas de faire du sport et surtout d'aller courir. À très vite.